Et là, vous m'entendez? S'il vous plaît, vous m'entendez? Oui. Très bien. Vous voulez qu'on commence le cours? Enfin, le cours, le TD? Très, très bien. Là, vous avez vu la première diapositive. C'est le foie. D'accord? On va attendre un petit peu pour que tout le monde, pour que le maximum d'externes soit là. On attend encore 5 minutes. Mais entre-temps, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il y a déjà un nombre important d'externes. On entend encore. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez des questions avant qu'on commence le TD. Allez, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc vous êtes censé avoir tout assimilé. On va commencer alors. Cas clinique, deuxième cas clinique. Toujours les mots-clés, je les ai mis en rouge exprès. Madame L, âgée de 55 ans, en rouge, donc l'âge est important, est hospitalisée en urgence. Donc déjà, c'est un cas d'urgence. Pour hémorragie à type d'hématémèse massive de survenue brutale. D'accord? Donc, vous avez l'âge. Le motif d'admission aux urgences, c'est hémorragie à type d'hématémèse massive. Cette patiente, elle n'a pas d'antécédent particulier, hormis une cirrhose. Hormis une cirrhose post-virale C. D'accord? Elle est la patiente au stade de cirrhose. La cirrhose, elle est confirmée. Elle est cirrhotique 3 ans. C'est une cirrhose qui est stable. Elle n'a jamais décompensé. Une tentative de traitement antiviral qui remonte à plusieurs mois, à 18 mois, a échoué. Donc, c'est une cirrhose post-virale C qui a été traitée et en échec. D'accord? Donc, femme de 55 ans qui présente une hémorragie à type d'hématémèse massive, comme antécédent, hormis une cirrhose post-virale C, et cette cirrhose n'a pas répondu, enfin, l'hépatite C n'a pas été traitée, elle n'a pas répondu au traitement. Maintenant, à l'admission, le pouls de la patiente, c'est important, il est à 125 battements minutes. Sa tension à 8,5. La fréquence respiratoire, elle est à 20 cycles. L'abdomen est souple, non douloureux. Pas d'ictère, pas d'acide, pas de signe d'encéphalopathie. Au toucher rectal, sang rouge. Bilan d'urgence. Vous êtes la seule à ne pas voir le micro, pardon, la diapo, parce que les autres y voient. Donc, c'est un problème de connexion de votre modem à vous. Donc, tout le monde voit. Donc, je répète, la patiente a un pouls à 125, tension à 8,5 et fréquence respiratoire à 26. Pas d'ictère, pas d'acide, pas d'encéphalopathie. Et le toucher rectal, il y a du sang rouge.
Bilan d'urgence, FNS en urgence, la patiente a 6,2 d'HB. Quelle est l'étiologie la plus probable de cet épisode hémorragique? Répondez, prenez le temps de réfléchir s'il vous plaît et répondez par écrit. Allez, c'est comme si que c'était un cas clinique vrai, jour de l'examen. Allez. Très bien. Encore, répondez les autres externes. Il n'y a qu'une externe qui a répondu. Un cas clinique, c'est interactif, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là juste pour écouter. Donc, c'est quoi? Il s'agit d'une rupture de varices œsophagiennes. Massive, hémorragie massive, oui, mais quelle est l'étiologie de cette hémorragie massive? Carcinose, la définition de carcinose, c'est une localisation secondaire d'un cancer. Où vous voyez le cancer ici? Vous suspectez une carcinose sur quel argument? Du péritoine. Pour qu'il y ait carcinose, il faut qu'il y ait de l'acide. Ulcère duodénal postérieur. Là, vous êtes parti un petit peu loin et dans la mauvaise direction. L'hépatite C évolue en cancer. Non, l'hépatite C chronique va évoluer vers la cirrhose et la cirrhose va évoluer vers le carcinome hépatocellulaire. Voilà, donc c'est une rupture de varices œsophagiennes importante ou massive due à la rupture de varices œsophagiennes. Alors, rupture de varices œsophagiennes. Quel est l'examen à faire devant une rupture œsophagienne? Répondez s'il vous plaît. Fibro. Merci pour celui qui a dit fibro. D'accord, donc c'est une fibroscopie œsogastro-duodénale. Et la fibro, il faut savoir qu'il faut la faire dans certaines conditions. Donc, il faut avoir un état hémodynamique stable. On ne va pas faire une fibro avec une fréquence cardiaque à 125 et une tension à 8. D'accord? Donc, l'examen à faire est une fibroscopie après stabilisation des constantes hémodynamiques de la patiente. Comment vous avez su que c'était une rupture de varices œsophagiennes? Je vous ai tout donné dans l'examen clinique. J'ai dit une cirrhotique. D'accord? Voici une image. Je sais que vous n'avez pas vu parce que c'est quasiment notre pain quotidien en endoscopie. On a beaucoup de ruptures de varices œsophagiennes. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de l'œsophage, oui, par hypertension portale. Il y a des varices œsophagiennes qui se siègent au niveau de l'œsophage et quand on a une augmentation de la pression au niveau des varices, il y a rupture des varices œsophagiennes et vous voyez, ça gicle, il y a du sang qui gicle. Ça, c'est des varices œsophagiennes. Là, est-ce que vous voyez ma petite flèche? Non, on ne fait pas de sang nasogastrique quand on a une forte suspicion de rupture de varices œsophagiennes. D'accord? Là, on est tombé au moment où le sujet faisait sa rupture de varices œsophagiennes. Là, regardez, est-ce que vous voyez ma petite flèche? Là, c'est des cordons variqueux de grade 3. Elles sont bleutées avec signe rouge. Signe rouge, c'est un sujet qui va très bientôt saigner ou qui a saigné. Signe de pré-rupture. On peut avoir un saignement des varices gastriques. Parce qu'il y a deux types de varices œsophagiennes et varices gastriques. Pour ce qui est des varices œsophagiennes, on les ligature. D'accord? Et même à l'hôpital, au service, on récupère les malades du PUM pour rupture de varices œsophagiennes, on les ligature le jour même. D'accord? Par contre, les varices gastriques,
il y a certains types qu'on ne ligature jamais et il leur faut une colle biologique. Ça ne sert à rien de les ligaturer, il faut les encoller, mettre au niveau de la varice gastrique une colle biologique. C'est une technique particulière. D'accord? Donc, vous voyez, il faut connaître la classification des varices œsophagiennes, grade 1, grade 2, grade 3. D'accord? Il faut savoir s'il y a des signes rouges. Il faut apprécier le nombre de cordons variqueux. D'accord? Par exemple, si c'est juste au niveau du tiers inférieur de l'œsophage ou alors des 2 tiers. La moitié, c'est important. On revient à notre TD. Citez les mesures thérapeutiques d'urgence que vous devez prendre. Essayez de réfléchir. Citez les mesures thérapeutiques d'urgence que vous devez prendre. Répondez s'il vous plaît par écrit, comme ça vous entraînez, s'il y a un examen de stage. Très bien. Très bien. Alors, je suis contente. Vous avez tous, si on prend la réponse de tous les externes, vous avez fait à vous tous une bonne réponse. Première des choses. Très bien, magnifique. Hospitalisation en service spécialisé. D'accord? Idéalement en gastro ou en réanimation. Un repos strict. Il faut laisser le malade être à jeun. On doit surveiller le pouls, la tension artérielle, la fréquence respiratoire. C'est très important. Il faut faire donner de l'oxygène à mon malade par sonde nasale. On doit poser 2 voies veineuses de bon calibre. Pourquoi? Parce que c'est un malade que je vais soit transfuser certainement, soit donner du plasma gel ou du sérum salé. D'accord? Donc, rééquilibrage par des macromolécules, éventuellement des culoglobules. Faire un bilan d'urgence aussi. Là, ça a été fait, j'ai dit HbA6, mais il y a d'autres bilans. Le TP, par exemple. Et ici, c'est un patient cirrhotique. Et quand vous avez une décompensation d'un patient cirrhotique, risque d'encéphalopathie. Donc, mise en route du traitement préventif de l'encéphalopathie. Ici, je vais vous poser la question. Moi, c'est moi qui pose aujourd'hui. C'est quoi le traitement préventif de l'encéphalopathie? Répondez. Très bien. Super. Il faut donner des IPP à la pousse-seringue électrique aussi, parce que là, le cirrhotique a le droit de faire un ulcère de stress, par exemple. D'accord? Tout ça, c'est les mesures d'urgence que vous devez énumérer. Il faut être logique. Citez maintenant les traitements hémostatiques spécifiques en débutant par celui que vous utilisez en première intention. Réfléchissez aussi. Il y a écrit sclérothérapie, mais regardez, il y a un petit piège dans ma question. J'ai mis, je répète, écoutez bien, ou la lisez bien. Citez les traitements hémostatiques spécifiques en débutant, c'est-à-dire en commençant par celui que vous utilisez en première intention. Vous avez fait cirrhose, rupture de varice œsophagienne. Très bien pour celui qui a mis octréotide puis traitement endoscopique. La Blackmore aussi. Comment vous allez mettre des clips sur un vaisseau qui saigne? Non, on ne met pas, surtout chez un cirrhotique. On ne peut pas mettre les anticoagulants. Il a un TP bas, le patient. Des plaquettes basses, vous allez mettre encore du cetran sur une hémorragie, il va saigner encore davantage. Donc, là, il est impératif que vous revoyez complications de la cirrhose. D'accord? On va mettre un vasoconstricteur splanchnique. En chef de file, somatostatine, vasopressine, terlipressine. La sandostatine, c'est microgamma.
C'est pas en grammes, hein, de corriger, c'est juste une petite erreur de frappe. C'est pas en grammes, c'est microgrammes. En IV à la pousse-seringue électrique pendant 24 heures. D'accord? Et on peut aller avec la sondostatine de 3 à 5 jours. C'est important. Là, je vous ai mis une image. Ça, c'est votre fibroscope. Là, c'est la varice. On va aspirer la varice. Et vous voyez, il y a un petit élastique ici. On va, comme l'élastique des cheveux, je simplifie pour que vous compreniez. Vous allez aspirer votre varice et mettre votre élastique. Voici le résultat. C'est ça, ligaturer. On va venir à la Blackmore. Je répète, le traitement médical de intention, c'est les vasoconstricteurs splanchniques, somatostatine, notamment la sondostatine. Vous avez plusieurs molécules, la vasopressine, la terlipressine. Celle qu'on utilise chez nous, c'est la sondostatine. Donc, premier vasoconstricteur, c'est la sondostatine. C'est pas en grammes, je répète, c'est pas en grammes, c'est juste une petite erreur de frappe. Deuxième point, vous avez la ligature des varices œsophagiennes. J'ai expliqué la technique. Normalement, vous le connaissez déjà. Vous avez fait cirrhose des complications. On fait par voie endoscopique, fibroscopie. On voit la varice, on l'aspire et on met notre élastique. C'est comme l'élastique des cheveux. Comme ça, elle ne va pas saigner. Vous voyez ce qui est en blanc? Là, c'est l'élastique. Là, c'est la varice œsophagienne. On l'a aspiré dans notre fibroscope et on l'a ligaturé. Et on a placé des élastiques. La sonde de Blackmore, à quel moment l'utiliser? De nos jours, la Blackmore, elle est de moins en moins utilisée parce que dans la vraie vie, on a la sondostatine et on a en ligature, j'allais dire, presque juste après le saignement. D'accord? On a les moyens, comme chez nous dans notre service. Un malade est hospitalisé au PUM, il est venu le matin ou alors le matin pour rupture de VO. On fait un bilan d'urgence, on voit qu'il a une HB correcte ou alors le HK au-delà de 28, il est conscient, il nous le présente, on le ligature le jour même. D'accord? Donc, on a de moins en moins recours à la sonde de Blackmore. On peut utiliser la sonde de Blackmore. Alors, je répète, vous avez la sondostatine, vous avez la ligature des varices œsophagiennes. En 3, la sclérothérapie endoscopique de ces varices œsophagiennes. Et je viens de l'expliquer auparavant, tamponnement par la sonde de Blackmore. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un malade qui est venu me voir à 10 heures du soir au PUM. Il n'y a pas d'endoscopie d'urgence.
et il commence à être instable, je mets en place une sonde de Blackmore. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette sonde de Blackmore? Essayez de me répondre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle est l'utilité de la Blackmore? Non, elle n'aspire pas. Très bien. Elle n'aspire pas la sonde de Blackmore. Elle va tamponner ou alors comprimer les varices. Très bien, afin d'arrêter le saignement. Je vous ai mis, ça c'est une sorte de révision. Vous avez une sonde qui est assez fine, deux ballonnets, un ballonnet gastrique et un ballonnet œsophagien. D'accord? Et là, il faut vérifier l'étanchéité. D'accord? On vérifie. Oui, la sonde de Blackmore est temporaire, c'est-à-dire on gonfle pendant 6 heures, on dégonfle un petit peu et on regonfle. On ne va pas laisser le patient avec une sonde qui va comprimer l'œsophage et l'estomac pendant 24 heures non-stop. D'accord? Et on va faire un lavage. Exactement, il y a risque de nécrose, effectivement. D'accord? Voici l'effet qu'on aura au niveau de l'œsophage. Ça va comprimer un vaisseau qui saigne et arrêt du saignement. De même pour l'estomac. Oui, les vasoconstricteurs sont toujours de règle. Oui, on peut associer les deux. Quelles complications de la cirrhose post-virale C? Alors, on peut comprimer laisser laisser les ballonner pendant 6 heures de temps, par exemple. Il faut mentionner, par exemple, j'ai mis en place la sonde nasogastrique à minuit. Je dois mentionner sur la fiche thérapeutique mise en place d'une sonde nasogastrique à minuit. Et il faut la dégonfler par la suite, 6 heures de temps. D'accord? Sinon, risque de nécrose. On ne va pas laisser le patient 24 heures avec une sonde nasogastrique. Maintenant, s'il vous plaît, on revient à notre TD. Quelles complications de la cirrhose post-virale? J'ai dit, alors, j'ai répondu à autant pour ce qui est de la Blackmore. On passe maintenant, on revient à notre cas clinique. Quelles complications de la cirrhose post-virale C pouvant être à la base de cette décompensation hémorragique? Devez-vous rechercher? Réfléchissez à cette question. Pardon. Alors, la personne qui a mis CHC a très bien compris. J'ai mis, je répète, quelles complications de la cirrhose post-virale C pouvant être à la base de cette décompensation hémorragique? Devez-vous rechercher? La cirrhose est déjà là. Quand on parle de bloc infra ou intrahépatique, c'est la cirrhose. Les CVC, ce n'est pas une complication, ça fait partie de l'examen physique. L'HTP est là, il y a des VO. Mais qu'est-ce qui peut entraîner l'aggravation? On a dit, parmi les complications de la cirrhose, quelle est la complication que vous devez garder à l'esprit? Qui peut être, voilà, carcinome, hépatocellulaire, pas carcinome, parce qu'on peut avoir carcinome du foie, de l'estomac. D'accord? Oui, oui, c'est vous, je félicite. Oui, tu l'as vu, mais si tu avais mis dès le début CHC, c'est faux. Le cas clinique, c'est un ordre à suivre, une logique à suivre. D'accord? Tu ne m'as pas répondu au cas clinique.
Quand je parlais au début, c'était l'hématémèse, la conduite à tenir ou quelle est l'origine, les étiologies de cette rupture de VO. C'est pas le CHC, c'est la rupture de VO. Et qu'est-ce qui a entraîné cette rupture de VO? Quelle est la complication? C'est le CHC. Tu as compris? Tu vas pas mettre CHC au début. C'est un enchaînement logique. C'est une cirrhose. Cirrhose, rupture de VO. Rupture de VO, quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a favorisé cette rupture de VO? C'est le CHC. Ou quelle est la complication plutôt? Quelle est la complication qu'on craint devant une CHC? Devant, pardon, une rupture de VO, c'est un CHC. Je ne sais pas pourquoi vous me pensez à une péritonite depuis ce matin. Ça me déconcentre, la péritonite. Qu'est-ce qui te fait penser à une péritonite? On est euh, sur un cas d'hépato, on a une cirrhose, on a une rupture de VO, c'est la troisième, quatrième fois péritonite. Il y a aucun élément clinique ou paraclinique qui te fait penser à une péritonite. En plus, j'ai dit, il n'y a pas d'acide, l'abdomen est souple. Alors, on revient. Maintenant, répondez. Mais j'ai pas compris, mais la cirrhose seule. Expliquez un peu plus votre question. Argumentez alors. Mais la cirrhose peut faire quoi? Oui, la cirrhose, c'est une cirrhose décompensée. On peut avoir, mais j'ai dit quelle est la complication. J'ai pas dit, je ne me suis pas arrêtée uniquement à cirrhose simple. J'ai- Je vous ai, je vous ai dit quelle est la décompensation qui peut aggraver. Quelle est la complication? Oui, on peut avoir une cirrhose avec VO sans CHC, mais la question, quelle complication de la cirrhose? J'ai bien été claire. La complication. Donc, ce n'est pas une cirrhose simple, c'est une cirrhose compliquée. Et quelle est la pathologie qui peut entraîner une décompensation grave, une hémorragie cataclysmique? Si vous vous rappelez, dans les symptômes, la clinique du CHC, j'ai mis soit découverte fortuite, soit aggravation d'une décompensation. D'accord? Donc, relisez, d'où l'intérêt de ces cas cliniques. Quel est son principal stigmate biologique? Réfléchissez et donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Oui, c'est alpha-fétoprotéine. Stigmate, c'est quoi? C'est-à-dire, je donne l'exemple du CHC. Qu'est-ce qui peut évoquer biologiquement un CHC? Qu'est-ce qui peut te donner biologiquement le CHC? Il va te donner une élévation des alpha-fétoprotéines. Cherchez dans le dictionnaire ce que ça veut dire stigmate, vous allez enrichir votre vocabulaire. Stigmate, c'est les signes. Les stigmates, je vous donne la définition, c'est les signes avant-coureurs. J'ai mis carcinome hépatocellulaire et vous avez une élévation de l'alpha-fétoprotéine. Alors, qui est de combien? Je l'ai mis dans le cours. Est-ce qu'elle est à 100, à 10 000, à 1000, l'alpha-fétoprotéine? Répondez le chiffre exact. Très bien, Youssala. C'est très bien, c'est 500. Autre chose, quels sont les moyens de surveillance et de dépistage du CHC? Je pose moi des questions pour voir si vous avez compris. Comment on va dépister échographie plus alpha-fétoprotéine? Les deux. Si tu mets, c'est la moitié de la réponse et voir c'est faux. Donc les deux, écho et alpha-fétoprotéine. Est-ce que c'est tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois? Très bien. Non, c'est pas tous les 3 mois, c'est tous les 6 mois. D'accord? Donc, tout patient qui a une cirrhose doit être dépisté. Le cours CHC sur foie non cirrhotique, sur foie sain est un cours à part entière. D'accord?
D'accord? Donc, le CHC, c'est un cours à part entière. Surfois sain est un cours à part. D'accord? Il a une clinique, une élévation des alpha-fétoprotéines. À votre niveau, comprenez que c'est surfois de cirrhose, CHC surfois de cirrhose égale cancer. OK? Avez-vous des questions sur les pathos, puisqu'on a vu la gastro? Alors, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai dit? Tout nodule, écoutez bien, tout nodule sur un foie de cirrhose est suspect, est un CHC jusqu'à preuve du contraire. D'accord? C'est important. Tout nodule sur un foie de cirrhose est un CHC, est un carcinome hépatocellulaire. Et vous devez rechercher le carcinome hépatocellulaire même chez un patient porteur d'une hépatite chronique, un porteur inactif de l'hépatite B. OK? Avez-vous des questions? N'hésitez pas à les poser, il nous reste que quelques minutes. Hors hépato, tu peux poser ta question hors hépato, il n'y a pas de souci. Alors oui, j'ai vu cette question tout à l'heure. Elle m'a fait rire. Traitement idéal des hémorroïdes sur le marché algérien. On sort vraiment du cours. Ça, c'est plus du ressort d'une consultation. Mais je vais répondre assez brièvement à ta question sans pouvoir donner de. Normalement, bon, l'idéal, c'est une certaine molécule. Bon, qu'on peut ramener, mais bon, si vous pouvez ramener une titanoréine en crème et en suppôt, ça serait l'idéal. Sinon, vous avez Hémo Plus, qui fait l'affaire aussi. Hémo Plus pour les hémorroïdes. Un porteur inactif, ma chère amie, c'est un porteur inactif de l'hépatite virale B. C'est-à-dire, il n'est pas au stade de traitement pour son hépatite B, mais comme le virus, il est intégré à l'ADN de l'hépatocyte, il peut entraîner par la suite un CHC. Donc, un porteur inactif doit être dépisté pour le CHC. OK? Y a-t-il d'autres questions? C'est pas grave, on est là pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à les poser. L'essentiel que les cours de gastro soient bien assimilés, c'est ce qui nous fait plaisir. Il n'y a pas de problème, on est là, on est disponible pour nos étudiants, d'accord? Donc, hors hépato, la classification d'Akalazi, ça, c'est juste pour votre connaissance, j'allais dire générale pour ce qui est de l'Akalazi. Il y a trois types. Il y a une partie classe, c'est la classification de Chicago. Le type 1, c'est la même pression tout au long du début. Je vulgarise, je simplifie au maximum. Je préfère que vous gardiez des informations claires. Type 1, c'est une pression tout au long de l'œsophage. Type 2, il y a un moment, il y a des contractions qui ne sont pas standardisées, elles sont un petit peu anarchiques. Type 3, c'est des contractions très éloignées. Mais vous n'êtes pas obligé de connaître le détail de chaque classification. D'accord? Ça, c'est pour un niveau plus élevé. Euh, alors, une mucosectomie en cas d'anémie HbA8 et bilan d'hémostase normal. Sincèrement, j'aurais jamais fait personnellement HbA8, mucosectomie, je l'aurais pas faite moi. Je préfère être prudente, qu'il soit hospitalisé le patient, le remonter et même si son TP est plaquette correcte.
Alors, je vais répondre une bonne question. Pour ce qui est des examens, rien n'a été décidé pour le moment. D'accord? Concentrez-vous sur ce qui a été déjà fait. D'accord? Pour ce qui est le fait d'éliminer les cours qu'on n'a pas fait par vidéoconférence, ils ne sont pas nombreux. C'est vraiment moins de 6 cours, même pas. J'ai préféré vous faire des TD pour avancer, voir questions-réponses. D'accord? Donc, ma boîte mail, c'est chat.free. Elle est disponible sur les diapositives. J'ai mis plusieurs fois. Donc, si j'ai des informations, je contacterai votre délégué ou là, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, j'ai pas plus d'informations et je suis désolée. Alors, pour la deuxième rotation, on n'a pas encore statué pour votre cas. D'accord? Je sais, je comprends la situation, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour saboter les externes. D'accord? Il n'y a pas de souci. D'accord? Ok, bon courage et révisez et surtout ne sortez pas. Restez à la maison et transmettez à votre entourage. Toujours le port du masque, c'est impératif. Le Covid, il y en a. Allez, bon courage. Merci à vous. Au revoir.